Waouh. Ouh, le son est fort. Bonsoir. Bonjour. Alors, normalement, il y avait un truc prévu, on devait être annoncé à l'avance, mais il a lancé la musique direct, donc c'est cool. J'ai entendu le système, j'ai fait je cours, j'arrive, c'est bon. Je suis là. Alors, applaudissez pas trop parce que je ne suis que la première partie. C'est-à-dire que, vu que je suis le plus jeune aujourd'hui, j'ai 21 ans, on m'a dit, on va essayer d'en bolosser un et de le faire passer en premier. Et là, j'ai plus de son. Ah si, c'est bon. Très bien. Donc, résultat, je me retrouve à faire la première partie, mais vous inquiétez pas, c'est comme dans tous les concerts. À chaque fois que tu as un concert, de toute façon, il y a toujours une première partie, soit qui est cool, soit qui est naze avec un gamin qui joue de la cornemuse. Aujourd'hui, pour vous, je joue de la cornemuse. C'est promis. Oui, que se passe-t-il ? Un petit truc à dire, c'est il faudrait que vous mettiez vos téléphones. Ah oui, mettez vos téléphones en mode avion. Voilà, comme ça vous êtes au courant, parce que sinon ça fait des ondes et après vous n'allez plus m'entendre. Alors si vraiment vous ne m'aimez pas, laissez votre téléphone en silencieux, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Donc voilà, je suis la première partie, parce qu'après, voilà, même si c'est naze, parce que je sais pas trop ce que ça va donner, le seul truc qui est préparé aujourd'hui, c'est les blagues. Globalement, mes vannes sont prêtes. C'est-à-dire que si jamais j'ai un trou, j'ai mon texte sur mon téléphone, et si jamais je dois chercher mon texte, j'ai prévu une blague de Toto, à chaque fois. Je vous promets pas qu'elles seront de très bonne qualité, mais globalement, j'ai des blagues de Toto en stock. Bref, moi je suis très content d'être là, ça me fait super plaisir d'être sur la chaîne, tout à fait, sur la scène des Vulgarisators, parce qu'il y a plein de gens que j'aime beaucoup qui sont passés avant. Il y a François, le fossoyeur de film, il y a eu Usul, il y a eu même des gars qui ont écrit des livres. Je parle pas d'Andy Raconte, c'est Bruce sans les cheveux, en fait, c'est Andy Raconte, c'est la même chose. Et ça c'est pour Bruce, il le verra sûrement. Et moi j'étais un peu stressé avant parce que ça s'appelle Vulgarisators, et au niveau chaîne ciné, je me suis dit, j'ai pas l'impression de faire de la vulgarisation, enfin si, mais peut-être plus ou moins. C'est-à-dire que le cinéma, qu'on le veuille ou non, est un art. Qu'on le veuille ou non, vous n'avez pas le choix, c'est un art. Ça se veut, ça regroupe plusieurs formes d'art, et c'est un art. Le problème, c'est que c'est un art qui est devenu de plus en plus, et c'est pas un problème en quelque sorte, mais c'est devenu banalisé. C'est-à-dire que tout le monde ici a déjà fait une soirée où on s'est dit, tiens, je suis chez moi avec des potes, si on matait un film, on va pas l'analyser, on va mater une connerie avec des araignées mutantes qui mangent des zombies, je sais pas si vous voulez... Si ça n'existe pas déjà, faites-le. Je vous donne l'idée. C'est cadeau, c'est pour vous. Dealer de concept. J'aime beaucoup. Et c'est compliqué pour moi de dire que je vais vulgariser un art qui est au final un des arts les plus accessibles, parce qu'il est devenu aujourd'hui beaucoup plus accessible d'aller au cinéma que d'aller par exemple dans une expo d'art contemporain. Parce que oui, il est beaucoup plus facile de mater Independence Day que de mater un mec qui chie sur une toile. Je crois qu'on comprend le sens beaucoup plus rapidement. Moi, je ne l'ai pas encore. Je suis sûr que c'est très intéressant, mais je ne l'ai toujours pas. Et pour le coup, aujourd'hui, j'ai décidé de parler plutôt de tout ce qui est réalisateur. Parce que ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est le côté... Pourquoi le gars fait ça ? Pourquoi le gars, à un moment, s'est dit... Et j'ai plus de son, et si j'en ai... Pourquoi à un moment, le gars s'est dit « Je vais faire un film et je vais transmettre tel message ?» Alors, j'ai décidé de répartir les réalisateurs aujourd'hui en 3 catégories. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça, parce que ça rentre pas dans les cases. C'est comme quand vous étiez gamin, que vous avez un jeu, il fallait mettre le rond dans le rond, le cercle dans le cercle. Aujourd'hui, je mets le triangle dans le rond et j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est ça. Au niveau des 3 catégories que j'ai choisies, la première catégorie, c'est les réalisateurs dont on connaît tous le blaze, et quand ils vont voir un film, on va le voir automatiquement. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression de faire un podcast, c'est génial. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va au cinéma, on va toujours voir les mêmes films, et c'est un peu ça. Ça va être les réalisateurs, cette première catégorie. Dans la deuxième catégorie, on va mettre les gars dont on connaît le nom. Véritablement, alors là je fais un top 3 maintenant, c'est incroyable. Je change de style de chaîne à chaque fois que je truc. Bref, on va mettre tous les réalisateurs qui, en tout cas le réalisateur, qui se retrouve en fait à ne pas avoir de public, parce qu'on connaît son nom, on le voit dans tout ce qui est les festivals, ça se dit les festivals, je crois pas, non les festivals, on va dire les festivals. On le voit dans tous les festivals, on connaît son blaze, mais on va pas voir son film parce que il est là, c'est sympa qu'il soit là, mais merci d'être passé, vous rejouerez une prochaine fois. Et dans la troisième catégorie, on va mettre les réalisateurs, disons, inconnus. Parce que je sais pas si vous me connaissez, bonjour, je m'appelle Victor, de la chaîne The Panda. Je fais une émission qui s'appelle Unknown Movies et j'aime tout ce qui est réalisateur un peu paumé. Et aujourd'hui, on va parler des réalisateurs paumés. Pour la première catégorie, j'ai décidé de choisir un réalisateur que tout le monde connaît ici parce que si à un moment vous avez eu 18 ans et que vous avez tenté une fac de ciné, c'était votre réalisateur préféré. C'est-à-dire que mon t-shirt n'est pas choisi inconsciemment aujourd'hui. Parce que je suis, moi aussi, j'ai été un jour un pineux de 18 ans qui voulait faire une fac de ciné, et donc j'étais fan, et je le suis toujours, de Tarantino. Et c'est le réalisateur le plus, mais vraiment le plus, je vais dire banal, mais c'est pas le cas, mais qui est devenu le plus banalisé. C'est-à-dire,
On va essayer de faire un vote à main levée. Est-ce qu'il est possible d'allumer la salle, s'il te plaît? J'ai vu le mec de la régie partir en courant. Merde, il faut que j'allume la salle. Combien d'entre vous ont déjà eu, chez eux, une affiche d'un film de Tarantino à main levée? Sérieusement? Sérieusement, merci beaucoup. Vous vous rendez compte? On en est arrivé à un point où tout le monde... Tu peux baisser la main, il n'y a pas de souci, mec. Vraiment, c'est ok. T'as participé, on t'a vu, c'est bon. Tarantino est devenu ce gars qui est ultra banalisé. Et moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi on aime tant ces films? Pourquoi on aime Tarantino? Parce que si j'ai choisi ces trois catégories, c'est pas anodin, c'est parce que c'est les trois catégories de réalisateurs qui reviennent le plus souvent sur ma chaîne quand je vais voir un film. Et ça se ressent en termes de vues. C'est-à-dire que si je vais voir un film de Tarantino, évidemment que la vidéo sera énormément vue. Si je vais voir un réalisateur dont on connaît un peu le blaze, bah, le grand public, sans que ce soit une critique ou quoi, mais le grand public va moins s'y intéresser et les aficionados de cinéma vont cliquer. Alors si c'est un réalisateur inconnu, j'ai l'impression d'avoir une chaîne à 500 abonnés, quoi. Vraiment, c'est à peu près ça. Moi, ce qui me plaît tout d'abord dans le cinéma de Tarantino, c'est le côté référence à outrance. Et pourtant, c'est quelque chose, on se rend compte que Tarantino est devenu un mec qui est ultra banalisé dans le cinéma, mais pourtant, ça, c'est absolument pas grand public. C'est-à-dire que le gars, à la base, Tarantino, c'est un mec qui est consommateur d'images. C'est-à-dire qu'il s'est dit, pendant sa jeunesse, je vais bouffer des films de série B, je vais bouffer des films de série Z. Et il a même bossé dans un vidéoclub où il a rencontré Roger Avary, avec qui il a fait ensuite des bails, des scénarios et tout. Et avec... Ah non, je vais pas sortir la première blague de Toto maintenant. Non, c'est bon, je l'ai. Avec Tarantino, la référence à outrance vient aussi du fait justement qu'il bouffait ses films de série Z et qu'il matait des... Je vous parlais de films d'araignées mutantes qui bouffent des zombies. Lui, ce qui l'intéressait, c'était choper le plan dans le film naze, mais vraiment nul à chier, et essayer d'en faire un plan dans son propre film. Alors on peut se dire avec du recul comme ça que ah oui, c'est un mec qui a pas de personnalité, c'est un gars qui copie juste les plans des autres, mais non, parce qu'il y injecte vraiment son cinéma à l'intérieur. Ce qui fait que déjà, si on n'a pas les références de Tarantino en termes de série B ou en termes de série Z, on perd 50% du film. Déjà. À côté de ça, Tarantino, moi, ce qui me tue chez lui, c'est... Ah non, j'ai un trou. Ok, c'est une blague de Toto. Très bien. Alors, c'est Toto. Non, c'est pas une vanne, hein, vraiment, il faut que je retrouve ma phrase. Ah, c'est ça. C'est Toto qui va à l'école, il faut faire des rimes. Il dit une phrase, il dit genre oui, j'étais dans la mare aux grenouilles et je me suis mouillé jusqu'aux genoux. Et la maîtresse lui dit mais ça rime pas, Toto. Et il dit c'est normal, il n'y avait pas assez d'eau. Bref. Voilà. Vous vous rendez compte à quel point on y arrive. Voilà, bref. Ce qui m'intéresse chez Tarantino aussi, c'est le côté chapitrage du récit. Chez Tarantino, on a quelque chose qui est dans la narration, qui est voulu, qui est découpé, de vouloir découper le... Je ne sais pas si vous avez vu The Hateful Eight, je vais éviter de spoiler The Hateful Eight, parce que sinon la majorité des gens ici vont me tuer. Mais de toute façon, on a le découpage du récit. On a le découpage du récit dans Kill Bill, on a le découpage du récit même dans Reservoir Dogs, sauf que c'est pas découpé par chapitrage, c'est découpé par personnage. Pourquoi il fait ça? Parce que Tarantino, dès son plus jeune âge, c'est un mec qui a consommé du cinéma. Et en consommant ce cinéma, il s'est intéressé à énormément de styles cinématographiques. Donc, il faut qu'il les rebalance à un moment. Et il a envie de tous les rebalancer en un seul film. Dans Kill Bill, c'est ça, continuellement. Kill Bill, il y a 27 styles cinématographiques qui se partagent l'affiche. C'est juste n'importe quoi. Il refait ça dans The Hateful Eight, il fait même ça dans Inglourious Bastard. Et pour revenir sur Inglourious Bastard, il y a un autre point qui est ultra intéressant sur le cinéma de Tarantino, qu'on voit dans chacun de ses films, mais sur lequel on ne s'attarde pas forcément. J'ai l'impression de faire vraiment un tuto putaclic en mode, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le cinéma de Tarantino, il y a un truc qui revient très souvent, qui est la victoire du faible ou de l'opprimé. Si vous regardez ceux qui gagnent dans les films de Tarantino, c'est soit des gros losers de merde, soit des mecs qui, à cause de leurs acquis sociaux ou de leur passé, n'avaient aucune chance de gagner à cette époque-là. C'est-à-dire que si on regarde Reservoir Dogs, attention, je vais spoiler Reservoir Dogs, poussez-vous les oreilles, à la fin de Reservoir Dogs, c'est le plus gros loser de l'équipe qui l'emporte la mallette. À la fin de Pulp Fiction, c'est que des ratés, globalement. Django Unchained, c'est un esclave. Voilà, donc déjà à cette époque-là, il partait pas gagnant le mec. Inglourious Bastard, c'est des juifs qui vont casser la gueule à des nazis. Globalement, Tarantino, c'est un mec qui se défend dans son cinéma pour faire gagner toujours les gonzes qui n'avaient aucune chance de gagner. Et on le ressent d'autant plus parce que c'est eux qui, dans leur dialogue, ont les meilleures parties. C'est-à-dire que pour moi, Tarantino, des gens vont me tuer pour cette comparaison, et pour moi, Tarantino, c'est Booba. C'est-à-dire... Non, je vais l'expliquer quand même, celle-là. C'est-à-dire que... Tout le monde voit Booba, je parle pas de l'ourson, je parle du... Voilà, c'est pas l'ourson du tout. Booba, c'est un mec qui t'écrit des punchlines, continuellement. Et ben Tarantino, il fait ça. C'est des dialogues à punchline, et remarquez toujours que c'est l'opprimé qui a les plus grosses punchlines pour clasher les autres. Il y a une phrase dans Reservoir Dogs, moi il y a un dialogue qui m'a toujours tué, t'as un dialogue à un moment avec Harvey Keitel et Steve Buscemi, t'as Steve Buscemi qui se lave les mains et Harvey Keitel qui fume une clope, je vais le refaire.
Harvey Keitel est en train de fumer une clope, et il dit un truc, t'as tué des vrais gens? Ouais, je me lave les mains, je joue à 7. Steve Buscemi lui répond, non, que des flics. Pas des vrais gens? Non, juste des flics. Et rien que cet échange-là, en termes... je suis désolé, c'est une victoire de la musique catégorie rap, quoi, c'est n'importe quoi. Ce mec-là explose tout au niveau de ses dialogues, véritablement. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, quand je parle du cinéma de Tarantino, c'est essayer de pousser le truc pour essayer de faire découvrir d'autres choses autour dans son univers et dans sa création. Et c'est ce que je pense qui est important quand tu parles de cinéma sur Internet, c'est essayer de pousser les gens à découvrir quelque chose de supplémentaire. Parce que je pense qu'ici, tout le monde connaît Tarantino, tout le monde a déjà vu au moins un film de Tarantino, et ils ont éteint les écrans, je suis très perturbé. Bref, tout le monde connaît Tarantino. Par contre, dans la deuxième catégorie, on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. Arrête de faire bouger ta souris, putain, la régie, tu me perturbes. Tu as une très jolie souris, sache-le. Véritablement. Vous apprendrez que la régie bosse sous Linux. Bref. Dans la deuxième catégorie dont je vous parlais tout à l'heure, des mecs dont on connaît le blaze, mais on va pas forcément voir leur film, il y a un réalisateur hongkongais que je porte dans mon cœur véritablement, c'est Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, sa mère Wong Kar-wai. Le gars, en fait, a commencé à faire des films à la fin des années 80, vraiment à peu près en 88. Il a eu une grosse période pendant les années 90 que les concepteurs de boîtiers Blu-ray aiment appeler la révolution Wong Kar-wai, avec des critiques dans les magazines où on disait que c'était le Tarantino hongkongais, c'était un peu ce bordel-là. Et à partir de la fin des années 90, à partir de films comme In the Mood for Love, 2046, etc., on se retrouve avec des longs métrages qui sont beaucoup plus sur les sentiments des personnages. Ouais, on s'est perdu. Qui sont beaucoup plus axés sur les sentiments des personnages et sur leur relationnel. Et là aussi, même si vous n'allez pas forcément voir ce mec, alors pourtant il est dans tout, vous regardez la programmation de Cannes, il y est à chaque fois. Chaque fois qu'il sort un long métrage, il y est. Bon, c'est un peu chiant parce qu'il met 4 ans à faire un long métrage, vu que c'est un timbré, c'est-à-dire que son dernier Grand Master, il a mis 4 ans à le tourner, parce que la scène, juste pour vous donner un exemple, la scène d'intro du film, qui est un combat qui dure 4 minutes, c'est rien quoi, c'est un combat de 4 minutes, ils ont mis 1 mois à la tourner, à un rythme de 17 heures par jour, 7 jours sur 7. Le gars, déjà, moi je suis l'équipe technique, je lui tire une balle avant la fin du mois, clairement. Clairement, moi je vais pas au bout. Et ce mec-là, en fait, est ultra intéressant dans son cinéma parce que toute sa réalisation et toute sa mise en scène s'orientent autour des émotions des personnages. Par exemple, il construit ses décors comme un reflet émotionnel de ses personnages. Suivant où les personnages se trouvent dans la scène, eh ben, ça établit ce qui se passe dans leur tête en fait. Suivant la couleur des murs, suivant s'il a choisi de mettre des fleurs sur le papier peint ou pas, ça veut dire quelque chose sur la tête du héros. Et rien que ça déjà, tu te dis très bien, moi ça me va. À côté de ça, quand il construit son récit, et j'ai pas de deuxième blague de Toto, je suis désolé, mais je vais pas chercher mon texte, je vais le trouver. Quand il construit son récit, Wong Kar-wai, il se retrouve toujours, au niveau de la musique notamment, à choisir 2 partitions sonores. En fait, il choisit de la musique existante. Parce que, imaginons que je prenne Hey Jude des Beatles. Voilà, je prends Hey Jude des Beatles. Tout le monde sait que c'est une chanson un peu nostalgique, un peu triste. En tout cas, ça vous évoque des sentiments communs. Ça vous évoque une certaine mélancolie. Et c'est ce qu'il veut. Il veut choisir des morceaux existants pour que, si jamais il n'arrive pas à exprimer avec ses personnages ce qui est en train de se passer dans la scène, eh ben, la musique vous fasse comprendre le sentiment commun. Et quand il a capté votre attention, quand il a capté le fait que vous êtes dans la mélancolie, j'ai envie que vous soyez dans la mélancolie actuellement, vous n'êtes absolument pas dans la mélancolie, je suis très perdu, et ben, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer des partitions sonores pour rythmer le déplacement de ses personnages et pour qu'on comprenne, voilà, je vous ai mis dans cet état de mélancolie, cette chanson va donc vouloir dire, cette chanson que j'ai créée après la chanson existante, va donc dire, oui, les personnages sont dans la mélancolie, regardez comme ils se déplacent. Il y a un autre truc qui est fou dans le cinéma d'Wong Kar-wai, je suis beaucoup trop excité, il y a un autre truc qui est fou dans le cinéma d'Wong Kar-wai, c'est que le gars fait constamment déplacer ses personnages. C'est-à-dire, vous voyez, depuis le début, je me déplace et je fais des allers-retours parce que en même temps, je suis à l'aise et en même temps, pas trop, parce que vous êtes beaucoup. Mais il fait ça aussi avec ses personnages, parce que les personnages, en fait, tous les personnages, déjà, majoritairement dans ses derniers films, se rencontrent dans des lieux urbains. Parce que le lieu urbain, pour lui, c'est le lieu où la dramaturgie peut se créer. Et bien, à partir du moment où la dramaturgie s'est créée, chaque personnage, dans chacune des scènes, dans chacun des décors, qui est un reflet de la propre tête du personnage, on est dans Inception, c'est incroyable, chaque personnage, en fait, est en mouvement. Parce qu'il se sent pas à l'aise, le mec. Le mec est dans son décor où il ressent, en fait, toute sa mélancolie qui transpire des murs. Et le mec a besoin d'être en déplacement. Il faut voir, In the Mood for Love, t'as toujours ce plan séquence de quelqu'un qui se déplace comme ça de profil. C'est voulu, c'est montré. Regarde, le personnage, il a besoin de bouger. Le personnage, il peut pas juste rester fixe. Et ça, je trouve ça fou. Juste dans la construction du récit, je trouve ça fou parce que ce gars-là, constamment, essaye de vous faire ressentir des émotions. Essaye de vous faire capter les émotions des personnages pour que vous les suiviez. Et c'est un mec qui est
sûrement moins vu que Tarantino, et je suis en mode j'aimerais bien que ça soit un peu plus, parce que quand même il est dans tous les festivals. J'ai lâché un truc là. Il est dans tous les festivals, et je lui dis les festivals maintenant, c'est très bien. C'est très bien. Alors grammaticalement, il y a Linguistica qui va venir me péter les genoux dans 2 secondes. Mais bref, Wong Kar-wai reste un réalisateur très intéressant. Et quand on voit qu'il fait moins de vues, ça m'emmerde. Mais il y a encore des gens qui font moins de vues que lui. Et là, je vais vous parler d'un réalisateur inconnu que certains connaissent déjà, peut-être si vous avez regardé la meilleure émission de cinéma sur Internet qui s'appelle The Movies. C'est pas moi qui le dis, c'est ma maman. Meilleur moyen de justifier ce truc-là. Meilleur moyen. J'ai parlé d'un réalisateur qui s'appelle Raphaël Cherkassky. Raphaël Cherkassky, il a réalisé un long métrage qui s'appelle Sorgoy Prakov, qui est pour moi un monument de ce qu'on peut faire quand déjà on n'a pas de thunes, mais qu'on a énormément d'idées. Raphaël Cherkassky, à la base, c'est un gars qui vient des Beaux-Arts, qui était à La Réunion, il est parti aux Beaux-Arts, il a fait 3 ans aux Beaux-Arts, et quand il est arrivé aux Beaux-Arts, il a fait tout son cursus, et on lui a dit à la fin, mec, il faut que tu fasses un truc artistique pour conclure ton année. Et lui, il a dit, on y va coco, je fais un film. Ça a été refusé. C'est-à-dire qu'il a passé 1 an et demi, 2 ans à bosser sur son film, et arrivé aux Beaux-Arts, on lui a dit, non, on n'en veut pas. Donc il a jamais eu les Beaux-Arts, mais par contre il a fait une tuerie qui s'appelle Sorgoy Prakov. En fait, ce mec-là, Raphaël Cherkassky, c'est un mec qui s'est toujours intéressé à l'art, et à l'art sous toutes ses formes, à l'art pictural, qui s'intéressait au travail sur le corps, au niveau artistique. C'est un mec qui avait fait toute une performance scénique que je trouvais folle, où il pesait genre 140 kilos. On prenait une photo de lui à poil quand il pesait 140 kilos, et pendant 2 mois, il faisait en sorte de maigrir jusqu'à devenir comme as, et on le pesait quand il en faisait 60. C'est un mec qui a torturé son corps, mais un truc de fou. Et il a décidé de remettre ça dans son film. Il a décidé de le remettre parce que déjà, quand je vous parlais de toutes les formes artistiques, son premier long métrage comporte ça. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Sorgoy Prakov, en fait, tout le film repose sur... Vous avez vu Borat? Il y a des gens qui ont honte. Oui. Je l'ai vu, mais j'assume pas trop. Par contre, je veux bien parler de Wong Kar-wai, STP. Bref. Borat, c'est un gonze qui débarque d'un pays complètement lambda, pays de l'Est, et qui se retrouve... Un pays de l'Est, le Kazakhstan. Oui. Il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas et dont il va essayer d'apprendre les coutumes. Et bien, ils ont fait pareil avec Sorgoy. C'est un mec qui débarque d'un pays qui s'appelle la Zdorvie. Ne cherchez pas sur une carte, ce pays n'existe pas. Et qui se retrouve en France et qui va essayer en fait de faire un reportage sur la France. Et avec ça, rien qu'avec ce concept de faux documentaire, déjà, il transcende les arts. C'est-à-dire qu'on a à la fois le travail sur le corps dont je vous parlais, parce qu'il commence en étant quand même bien portant et l'histoire va le mener à devenir maigre, mais à un point que c'en est terrifiant. Ensuite, il y a beaucoup de peinture, le personnage peint beaucoup et il en a besoin. Il travaille sur la musique aussi dans son long métrage. Il fait en sorte que la musique ait toujours un sens et que la musique soit composée spécialement pour le long métrage. Et en créant tous ces arts, il les pousse à l'extrême. J'ai l'impression d'avoir mimé ma conception là, très bien. Oh, elle passe pas bien cette vanne quand même. J'aurais dû prendre une deuxième de Toto. Bref. En fait, il va pousser à l'extrême tous ces arts. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est de pousser les personnages et l'histoire continuellement au bout. Quand vous voyez le début de l'histoire, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça va aller loin. Quand vous voyez le personnage, la destruction dans laquelle il va être jusqu'à la fin, on peut pas imaginer que ça aille plus loin. Et le truc, c'est que le film repousse toujours de manière à ce que ça aille plus loin. Que ça aille plus loin dans les personnages et dans la performance d'acteur que tu es obligé de construire, mais que ça aille plus loin aussi dans ce que va vivre le spectateur. Et en fait, tout repose avec ce réalisateur-là sur l'inversement des valeurs. Globalement, techniquement, scénaristiquement, et j'ai plus trop de mots en ment, mais quand même, il inverse constamment. Oh, j'en veux un autre. Et globalement... Oh. Très bien, celle-là elle est bonne, on la garde. Globalement, il fait en sorte d'inverser constamment les valeurs, c'est-à-dire que le personnage va être retourné jusqu'à la fin du récit. Il va devenir son extrême opposé. La caméra va devenir un outil qu'on va complètement retourner, qui à la base servait en documentaire et qui devient de plus en plus cinématographique jusqu'à la fin du film. Et il fait en sorte que tu vives ça en tant que spectateur parce que... Ah bah allons, là j'ai plus rien. Ah si c'est bon. Parce que tout au long du récit, tu vas te retrouver à te dire, moi, quand est-ce que j'inverse? Et c'est là que les scènes deviennent folles parce qu'il y a des spectateurs qui, dès le début, comprennent que l'histoire va partir en couille. Et donc, dès le début du film, ils vivent les premières scènes en se disant « Je suis dans le mal quand même, poteau, je suis pas bien ». Alors qu'il y a des gars qui, dès le début, quand je leur ai montré le film, se sont dit « C'est une histoire vraie, c'est un vrai gars. Mec, regarde une carte, la Zdorvie, ça n'existe pas. » Mais le gonze est allé jusqu'au bout, ils se sont dit « Ah, le langage zdorvien, ça n'existe pas. » Non, le langage zdorvien, ça n'existe pas, c'est un langage inventé pour le film. Mais, en inversant plus tard, il se retrouve dans un choc beaucoup plus grand. Et c'est là où je trouve que le talent de Raphaël Cherkassky se met en place, c'est parce que il a décidé de jouer sur les émotions des personnages, enfin, sur les émotions des personnages
personnage pour que ça influe sur les émotions du spectateur. Et à partir du moment où le spectateur s'inverse, toutes les scènes prennent un autre sens et sont conçues pour que si t'as pas inversé avant, bah t'arrives quand même à suivre dans le registre dans lequel t'es au début. Mais si t'as inversé après, eh ben, là t'es dans le mal, globalement. C'était compliqué ce que je viens de dire. En fait, là où je veux en venir avec tout ce fatras sur ces 3 réalisateurs, c'est que j'apprécie beaucoup le cinéma. Et comme je vous disais, moi, le mot de vulgarisation finit par me gêner au bout d'un moment parce que, oui et non, je me sens vulgarisateur et encore pas trop. J'ai surtout envie de parler de cinéma. Et moi, mon objectif, c'est de faire découvrir des films, c'est de faire découvrir des univers. Et c'était pas anodin si je parlais des vues sur des vidéos qui parlent de Tarantino et moins sur des vidéos qui parlent de Tcherkassky. Et ça m'entriste parce que c'est un art. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste aller voir ce qui nous intéresse dans l'art. Il faut essayer aussi, je pense, de s'ouvrir à d'autres trucs. Si vous allez dans un musée et que vous voulez juste voir le tableau que vous connaissez, vous perdez 99% du musée. Et il y a des gens qui se sont fait chier à accrocher des tableaux dans le musée. Et vraiment, ils y ont pris du temps à respecter ces tableaux-là aussi. Globalement, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent « Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Quand je vais au cinéma, j'aime découvrir. » Le problème, c'est que le cinéma est un budget, qu'on le veuille ou non. Et même quand on télécharge, on a tendance à télécharger des vieilles œuvres qu'on a ratées et qui sont plutôt connues que des œuvres récentes de réalisateurs complètement perchés. Moi, mon seul objectif, quand je parle de cinéma, c'est d'essayer d'ouvrir les gens et de leur dire « Allez les gars, venez, on prend un moment pour aller chercher un mec paumé sur Internet et on se dit, lui, je vais m'intéresser à lui et je vais m'intéresser à lui à fond. » Et si jamais, je pense qu'une grande partie d'entre vous l'ont déjà fait, mais si jamais l'autre partie qui ne l'avait pas encore fait se décide à le faire et à découvrir plein de réalisateurs qu'ils ne connaissaient pas avant aujourd'hui, au moins ceux que j'ai cités, je ne sais pas, eh ben, pour moi j'aurais gagné et je serais très content, donc merci à vous.